Je suis très content de vous accueillir aujourd'hui et on va parler d'un thème qui m'est très à cœur, la Bourgogne. On va précisément parler d'un grand cru qui est historique, peut-être le plus vieux qu'on a en Bourgogne en termes de vin qui est recensé, qui est marqué dans les documents, etc. C'est le clos de Vougeot. Je vous parle de Clos de Vougeot parce que c'est quelque chose de très unique. Déjà, c'est un grand cru qui a une surface très grande par rapport aux autres grands crus. On parle de 50 hectares et qu'aujourd'hui est partagé entre 80 propriétaires différents. Donc c'est quelque chose de quasiment unique. Imaginez un peu le morcellement du terroir. Donc c'est vraiment quelque chose qui on retrouve pas très facilement et pas de partout. Et en plus c'est un grand cru qui était dans le temps un peu sous-estimé, on va dire. Donc c'est quelque chose, voilà, au-delà de quand on regarde parfois l'histoire de Bourgogne, les Chambertin, les Gevrey, certaines Moret Saint-Denis, les grands crus comme les Clos de Tarbes, bon bien sûr les grands crus de Vont de Romanée, voilà, Romanée-Contier, etc. Mais c'est vrai que le clos de Vougeot, c'est celui-là un peu qui était toujours un peu qui est toujours un peu passé à l'oubli. On connaît pas très bien tous ses vins, on connaît pas toujours bien son histoire, donc effectivement aujourd'hui j'essaie de vous parler de quelques points. Le Clos Vougeot, bon, il naît au Moyen-Âge comme tous les grands vins français et on va dire un peu toute la viticulture française et même européenne, je dirais, elle naît au Moyen-Âge. Pourquoi le Moyen-Âge? Parce que après les invasions après les invasions barbariques, après voilà, la chute de l'Empire romain, c'est vrai que la vigne était abandonnée pendant au moins 30 ans. Donc les vignes étaient complètement détruites et les seuls qui avaient dans leurs mains le pouvoir, qui avaient continué à cultiver la vigne, c'était les moines irlandais et que donc voilà, quand les guerres sont un petit peu ralenties, sont devenues un peu moins importantes dans le continent, c'est vrai qu'ils se sont déplacés pour réapprendre un peu à tout le monde à recultiver la vigne. Et chose très importante, ils l'ont fait à la manière germanique, c'est-à-dire que les Romains cultivaient à Bâle et les peuples germaniques, c'est vrai, cultivaient plutôt sur les collines. Donc c'était très important de remettre la production, mais pas à l'ancienne, pas à la romaine, mais plutôt à la manière, voilà, comme on la connaît aujourd'hui, la viticulture moderne, sur une colline, tout simplement, etc. Donc ça, c'est très, très, très important. Mais au-delà de tous ces détails historiques un peu lourds également, quand est-ce que la Bourgogne prend vraiment conscience, qui commence vraiment à structurer ses crus, c'est dans la deuxième moitié du 1800. Donc en 1855, Napoléon, pas lui directement j'imagine, Napoléon avait demandé de faire une classification des grands crus classés bordelais, qui se sont faits par rapport aux bases qu'on avait des marchands anglais, et en même temps, beaucoup de personnes, beaucoup d'écrivains et de personnes notables commençaient également à classifier les crus, les parcelles les plus importantes, les plus réputées en Bourgogne. On a l'exemple du docteur Jules Laval, qu'en 1855, il commence vraiment à classifier le Chambertin, le Vougeot, le Moret Saint-Denis, donc il commence le Clos des Tartes également, il n'y avait pas la Romanée-Conti d'ailleurs, et il commence vraiment à faire ces classifications très importantes, qui seront les bases et qui après seront enrichies, modelées et remodelées par rapport aux vignobles bourguignons. Il ne faut pas oublier que du Moyen-Âge, en passant pour la guerre des 100 ans, jusqu'à, on va dire, allez, dans la deuxième moitié du XIIIe siècle, jusqu'à la Renaissance, c'est vrai que jusqu'à la Révolution française, pardon, le vignoble était soit à propriété des abbayes, donc des moines, des monastères, soit, comme le cas de Clos Vougeot d'ailleurs, soit des gros propriétaires, des aristocrates qui avaient ces propriétés-là. La première Révolution française, donc, avait déjà permis de donner cette gestion dans les mains des aristocrates aux commerçants, aux personnes voilà, qui ne faisaient pas partie de l'aristocratie. Et la deuxième, donc celle-là de 1830, a vraiment libéralisé le marché des propriétés du vin comme on le connaît aujourd'hui. Donc le morcellement des propriétés a commencé vraiment à partir de 1830. Donc des noms notables, des noms très importants et même qu'on connaît aujourd'hui, ont commencé à acheter leur premier morceau de vigne. Au début, était très grand. Après, ils ont divisé entre fils, petits-fils, héritiers, etc. Et qu'après, certains, ils ont vendu, etc. Donc, c'est vrai que
la formation de vignobles bourguignons a énormément changé, a en partie changé à partir de 1830, chose qui est tout à fait normale. On parle de quasiment 2 siècles de viticulture. Mais parfois, on regarde qu'il y a des domaines qui existent depuis le 15e siècle, etc. Bon, je suis tout à fait d'accord qu'il y avait des parcelles très réputées déjà au 15e siècle, au 13e siècle, etc. Mais il ne faut pas oublier que vraiment la libéralisation, comme on l'entend aujourd'hui, est partie même après 1830. On va dire que le Clos Vougeot, les premières bandes de vente ont été commencées à faire à la fin même de 1800. Donc c'est vrai qu'on n'a pas tout à fait la proportion qu'on regarde aujourd'hui. Je voulais vous montrer alors pourquoi la Bourgogne attire énormément. Déjà, on va regarder une image qui est très significative. Voilà. La Bourgogne, il faut s'imaginer qu'elle est un morceau de terre qui est très, très particulier. Donc, déjà, la viticulture, quand elle était transportée de la façon gallo-romaine à celle-là actuelle, donc elle était transportée en partie collinaire, on va dire, un peu plus élevée sur le niveau de la mer, on a commencé à remarquer qu'il y avait des différentes stratification du terrain. Donc c'est vrai que le calcaire est très important en Bourgogne, et vous voyez, au fur et à mesure qu'on monte, il y a des choses qui se rajoutent, chose tout à fait normale. Donc parce qu'avec le passé du temps, il y a les sols qui bougent, il y a les morceaux de terre qui effectivement qui se déplacent d'une partie à l'autre. Maintenant, je n'ai pas le terme précis, ça m'échappe de tête. Mais donc voilà, nous avons une stratification du terroir qui est complètement différente. Donc vous voyez, le Clos Vougeot, il présente dans plusieurs endroits différents, selon la partie qui est élevée ou pas, il présente des terroirs qui sont très différents. Donc, vous voyez, par exemple, on a des calcaires très simples, un peu plus à aval, et au fur et à mesure qu'on remonte, voilà, on a des structures un peu plus complexes. Juste avoir des vins qui sont un peu plus riches, qui ont même de l'argile et parfois même des tout petits morceaux de sable qui permettent à un vin d'avoir un point plus d'alcool, un peu plus de rondeur, un peu plus de richesse. Donc ça, c'est quelque chose de très important. Moi, pour cette propriété, je reviens à mon image, pour cette propriété, j'ai retrouvé 80 propriétaires. On oublie toujours les premières crues de Vougeot, donc les Cras, les Clos Blancs, le Petit Vougeot, Clos de la Perrière, le Clos Blanc qui est quasiment rare, on trouve rarement des Vougeots blancs, je pense que je n'ai plus que chez Domaine Bertagnan et de la Vougerie. Alors ça c'est, vous voyez, une idée de tout ce qu'on voit de la côte de Beaune. C'est vrai qu'elle tourne, de la côte de Nuit, pardon, c'est vrai qu'elle tourne un peu rapidement la map, vous voyez, Nuit Saint-Georges, Vendée-Romanée, Vougeot, Chambol-Musigny, Gevrey-Chambertin. Alors, très important, le docteur Laval, quand il s'est concentré, donc en 1855, il avait donné beaucoup d'importance au Chambertin. Donc, il ne faut pas oublier qu'à l'époque, la commune s'appelait Gevrey et que le nom Chambertin, etc., a été rajouté, je pense, en 1930, quelque chose comme ça. Je ne me rappelle plus exactement la date, mais était rajouté bien après. Donc avant, les villages s'appelaient tous avec un nom différent. Donc Chambol, c'était Chambol, Vonde, c'était Vonde, Nuit, Saint-Georges, c'était Nuit, etc. Donc voilà, les différents climats le plus important étaient rajoutés après. Donc voilà, nous avons fixé Brochant, Gevrey, Maurice-Saint-Denis, donc voilà des villages splendides pour ce qui concerne voilà, le vin de la Côte de Nuit. Alors, Gilly, le Citeaux. Donc là, on n'est pas loin déjà de la baie. Si on regarde bien là de Citeaux, nous avons la baie, voilà, elle couvrait beaucoup de choses. Il y avait beaucoup de carrières qui, dans le temps, ont permis au château d'être construit d'ailleurs. Et Gilly-le-Citeaux, il y avait une petite abbaye qui était souvent, les moines étaient parfois des hôtes représentants de l'église et donc étaient souvent à Paris, mais c'était souvent en guerre avec ensuite Vougeot, avec l'abbaye de Citeaux de Clos Vougeot. Donc voilà, nous allons un peu plus sur ce qu'il appelle un peu plus la map cadastrale que nous avons. Donc on traverse vraiment des terroirs très importants. Vous voyez, on est plus en préparation collinaire parce qu'ici nous avons plutôt la partie des bois. Donc la partie nous ne retrouverons quasiment jamais de la vigne. Les villages, aval, on cultive
pas énormément, sauf peut-être une production parfois familiale et parfois unique. Donc c'est vrai qu'on cultive plus en colline. Si vous avez remarqué, c'est vrai que ce morcellement, pour répéter un terme que j'ai utilisé souvent, de terrain, a permis dans le temps d'avoir déjà de bien montrer les producteurs excellents et dans le temps on a également eu une autre particularité, c'est que les très bons producteurs de Bourgogne ont créé une sorte d'allocation et donc on a eu vraiment des difficultés à se réapprovisionner pour le consommateur. Donc ça c'est quelque chose que parfois je répète mais qui est très important. Donc ça a donné vraiment comment est-ce que je peux dire, ça a donné vraiment de l'allure au domaine et comme en Bordeaux on a les primaires, donc c'est vrai qu'on sait à l'avance combien de temps on peut vendre, et bien en Bourgogne avec les allotments, avec les allocations, on peut se permettre de savoir en avance combien de clients on a. Et donc quand on sait à l'avance combien de clients on a, on peut se permettre d'améliorer la qualité, on peut se permettre d'améliorer beaucoup de choses. Donc là maintenant, on va un peu sur la parcelle, chose qui est très importante. On va la prendre un peu de travers. Donc, alors, je vais juste me mettre un peu plus où il y a le château de Vougeot qui est là. Vous voyez, là, on a toutes les premières crues de Vougeot qui sont quand même très importantes. Vous voyez, et là, on a. Vous voyez, c'est pas, on a l'impression quand on voit la map cadastale qui est énorme, mais effectivement, voilà, ça c'est le clos de Vougeot. Et donc, on va parler un petit peu des différents propriétaires. Bon, bien sûr, les énoncer tous, ça serait un peu compliqué. La directe durerait une journée entière, mais on va se contenter d'en nommer quelques-uns. Alors, on va partir pour celui-là qui était le plus évident, on va dire au centre de la map, pour quelque chose que j'aime particulièrement, qui est la tenue de Méo. Donc de Camusée. Donc la particularité alors de la tenue de Méo, je vais juste m'approcher un peu plus, le logiciel bien sûr il prendra un peu plus de temps pour faire ça. Alors nous sommes à peu près ici, si je ne me trompe pas, je ne suis pas excellent map, voilà, ça devrait être ça à peu près, voilà. Vous voyez, ça fait un joli carré. Ça fait un joli carré, je pense qu'on est à peu près sur les 8-9 hectares, donc on a l'impression d'avoir quelque chose d'énorme, mais finalement on a sur quelque chose qui est tout à fait normal. Donc Méo, bon, c'était un des premiers acheteurs quand le vignoble était vendu, hein, et aujourd'hui nous sommes à la nouvelle génération, je pense que c'est la 5e ou la 6e, je ne me rappelle plus, qui est là depuis 1984. C'était mon année de naissance en plus. Jean-Nicolas Méo, donc voilà, qui a étudié à Beaune et qui part après en Pennsylvanie pour faire un stage, donc pour faire un stage et pour étudier un peu le vignoble. Donc en 1989, il rentre, parce que bon, il avait déjà étudié en 1984, son papa, il avait proposé de reprendre le domaine familial. Donc lui, voilà, il part en Pennsylvanie, il revient en 1889, et avec l'aide d'un ami de la famille du domaine Méo-Camusée, qui était Henri Jaillet, il se fait conseiller énormément, et il décide de prendre le domaine en main. Donc on va dire que ses premiers vendanges ont été entre 1989 et 1990. Donc très important, c'était un des premiers qui avait compris que de toute façon il fallait du négoce pour pouvoir vivre en Bourgogne, donc on ne pouvait pas tout simplement faire du vin par soi-même, parce que avec très peu d'hectares, on ne pouvait pas énormément se contenter de faire que ça. Et donc, mais le négoce, il avait préféré de le faire avec un achat du raisin sur pied, donc c'est-à-dire que en allant directement chez la personne chez le cultivateur et d'acheter le raisin. D'acheter le raisin qui était encore là avant la vendange. Donc lui de s'occuper de la gestion de la vendange, etc. Donc il paraît quelque chose aujourd'hui de très simple, de quasiment naturel, mais dans le négoce de l'époque où parfois on achetait soit directement, soit on achetait directement le vin déjà en barrique, et donc on s'occupait un fût de chêne, et donc on s'occupait de le mettre en bouteille. Donc parfois il n'y avait même pas l'étiquette. Soit on l'achetait le jus de raisin, soit
le jus de fruits, on achetait le jus, on achetait les mousses, on achetait le vin déjà fermenté, donc c'était un univers de négoce qui était très complexe. Et c'est vrai que dans ce milieu-là, c'était un des pionniers qui avait commencé à jeter sur pied. Donc ça, c'est quelque chose qui est déjà quasiment unique. On va dire les vins de Meocamusi, de ce domaine, le domaine de Meocamusi, ont toujours fait une énorme attention à l'environnement. Donc ils ont fait dans le temps une énorme attention à tout ce que voilà, tout ce que c'est l'environnement et les plantes et bien sûr toute la faune et la flore qui est aux alentours du domaine, on va dire du vin. Mais ça rapporte également à la santé du consommateur, c'est-à-dire que ne pas utiliser des pesticides ou des produits chimiques dans la production de vin, c'était quelque chose de très important. Pourquoi je répète ce concept qu'on en avait parlé à Kikawine avec la famille Sorel du domaine Montilius, c'est parce que parfois on entend le mot agriculture traditionnelle comme une agriculture qui utilise des produits chimiques, etc. Je pense que c'est tout à fait l'inverse. L'agriculture traditionnelle est celle-là qui utilise que les produits de la terre, ce que la nature donne, et que après quand on rajoute des produits chimiques, ce n'est plus traditionnel, ça c'est autre chose. Le Clos Vougeot de Camuset, ils ont été toujours un peu particuliers parce qu'ils ont cette finesse, cette persistance qui est quasiment unique dans les vins de Vougeot. Donc parfois on retrouve à l'aveugle, c'est vrai que c'est un des plus faciles à retrouver. Quand on goûte ces vins, c'est vrai que pour longueur en bouche, finesse, sont des vins qui ont quand même de la structure, parce que les vins de Clos Vougeot, même s'ils sont très différents entre eux, ils ont quand même une structure qui est très importante. Mais les vins de Camuset, ils ont vraiment cette finesse qui est unique. Donc ensuite, je voulais passer au domaine un François Gros frère de serre, qui a plusieurs propriétaires dans le domaine. Donc on va pas faire toute la liste parce que ce serait assez long. Mais c'est vrai que ce sont des vins qu'on retrouve même dans les Richebourg, c'est un peu leur marque de fabrique, c'est leur richesse. Ce sont des vins toujours qui ont énormément de richesse, énormément de structure. Donc c'est des pinots noirs qui ont vraiment une largeur, une rondeur qui est unique et qui parfois peuvent vieillir très très bien en cave. Donc vous pouvez vraiment les conserver très longtemps. Donc on parle d'un domaine qui est très important, qui fait énormément d'histoire et qu'on retrouve un peu dans plusieurs choses. Ensuite, donc voilà, je voulais vous parler également d'un autre domaine donc c'est le domaine Jean Griveaux. Donc le domaine Jean Griveaux, qui sont à la 5e génération, aussi en transformation en verre, en utilisant de moins en moins de dissolvants et de pesticides dans la vigne. Également, nous retrouvons parfois ces vins un peu dans les grands restaurants, donc pour la restauration, on va dire gastronomique. La particularité de cette production, c'est l'intensité de ces vins. On retrouve toujours des vins qui sont toujours très intenses, très structurés et très puissants. Donc c'est vrai que c'est quelque chose de pareil, qui se remarque par soi-même. Donc ça c'est très important. Les producteurs qui ont dans le temps fait leur propre marque d'image. Donc voilà, on peut les reconnaître en goûtant le vin, en disant oui, ça peut être ça, ça peut être ça. Ensuite, là, nous avons le domaine du château de la Tour qui a fait des énormes efforts récemment. Donc on va dire que le château de la Tour, vers les années la deuxième moitié des années, il avait baissé énormément en qualité dans les années 70-80, et après, allez, on va dire vers la fin des années 80, début des années 90, ils ont fait un énorme jump en qualité qui peut être très important. Donc ça, c'est quelque chose aussi très intéressant à étudier, le domaine, donc voilà, le château de la Tour. Et ensuite, proche d'eux, le domaine historique, un des premiers qui avait acheté dans le Clos Vougeot, c'était le domaine, c'était Henri de Boussereau, qui aujourd'hui, à partir de 2006, si je ne me trompe pas, ça appartient à Bouygues. Donc, bien sûr, Jean de Sorel, qui prend le domaine en 1980, il reste une marque d'image dans le domaine, mais c'est vrai que aujourd'hui, c'est la famille Bouygues qui a donné beaucoup plus de moyens à ce domaine d'exister, donc notamment déjà dans la communication. Avant, c'était très compliqué de retrouver le domaine, donc déjà dans la communication, et ensuite dans beaucoup de choses. Donc c'est vrai que
c'est vrai que c'est un très bon passage de propriété et qu'après, bon, ça reste à voir, après les années, au fur et à mesure, la constance et la production dans les années. La famille Robursolo a passé le domaine à partir de 1837, je pense, donc des premiers bandes d'achat jusqu'à 1999 quand le général Robursolo est parti en guerre, donc il a laissé le domaine à son fils, et qu'ensuite, bon, plusieurs passages de propriété ont mené à celui-là de 1980, donc actuel. Après, on va parler d'un domaine qui m'est aussi très à cœur, qui est plutôt parlant. C'était l'ancien domaine Engel et qui aujourd'hui devient le domaine d'Eugénie, donc racheté par le très réputé François Pinault en 2006. Le domaine d'Eugénie, bon, c'est vrai qu'entre le domaine Engel et le domaine Eugénie, excusez-moi pour la prononciation, je pense que c'est Angèle, a fait énormément de progrès. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, le domaine d'Eugénie, déjà qui travaille tout en bio, qui travaille tout au naturel, le naturel possible, c'est vrai que a fait des énormes progrès par rapport à la production de son vin. Donc ça, c'est déjà quelque chose qui peut être très important. Donc par là, après, nous avons encore des morcellements de Meauquin Musée, de Tortochot, par exemple, un autre domaine qui m'est très à cœur, que je l'ai connu au Luca Carton lorsque je dégustais ces Bourgogne Pinot Noir classiques. C'est vrai que le domaine de Tortochot m'avait particulièrement touché par ces Pinot Noirs classiques et j'ai décidé donc de déguster son Clos Vougeot qui est très intéressant et qui vaut tout à fait le coup de déguster. Après, proche du domaine de Tortochot, il y a Arnaud Lachaud, qui est également très réputé, pardon, j'ai perdu le mouse, donc qui est très réputé, qui est vraiment attaché à la ligne de Tortochot. Donc je pense que nous sommes vraiment à quelques centaines de mètres de distance de la vigne de Tortochot. Ensuite, nous avons dans les parages également le vignoble de Udelot Noëlla qui se fait de plus en plus de place avec des vins qui ont une structure importante mais surtout beaucoup de fraîcheur. On trouve des vins qui sont plus dans la modernité, une fraîcheur unique, des vins prêts à boire déjà dès leur jeunesse et qui peuvent, la nouveauté, vieillir énormément en cave. Donc ça c'est également très important. Si on regarde après la chance qu'on a dans les vins de Vougeot, c'est vrai qu'on se rend compte qu'on est dans un terroir unique. Donc la Bourgogne, il ne faut pas oublier que c'est un morceau de terre qui fait que 50 km, c'est pas beaucoup, et dont nous avons la plupart cultivés à vignoble, c'est toujours utile, mais dont nous avons beaucoup de production. Donc autour, vous voyez, il y a toute cette partie qui protège des températures des vents froides, mais qui en même temps qui permet aux parcelles de vin d'être protégées. Mais bien aimé cette direct, n'hésitez pas à me mettre en commentaire. Bon, après cette vidéo elle sera passée sur notre chaîne YouTube Kika Wine et ensuite sur nos pages Facebook. N'hésitez pas à nous mettre un commentaire sur ce que vous aurez aimé connaître et ce que vous aurez voulu savoir plus même des producteurs. N'hésitez pas à nous contacter directement si vous avez besoin de n'importe quelle information sur les producteurs, sur des choses que j'ai pu peut-être oublier ici. On sait, on est direct dont on parle pendant beaucoup de temps et on ne boit pas d'eau. On peut oublier des choses, donc n'hésitez surtout pas à nous tenir au courant. Je vous souhaite une excellente journée et bien, à très bientôt dans une prochaine direct. Merci beaucoup encore de nous avoir suivis et bien suivez-nous sur nos pages Kika Wine. Merci beaucoup. Au revoir.